Dans le souci permanent de contribuer universellement au bien-être de l'humanité par les substances biologiques naturelles, l'ONG Savoie d'Afrique Plus et SAP Laboproduction, dont les spécialités sont le foie et les organes de reproduction du consultant international en phytothérapie, le sachant Tokenglele, alias Dr Gampin, vous invite à consommer son complément alimentaire que voici. Gampin Siro est un complément alimentaire qui favorise la multiplication des cellules du foie et le bon fonctionnement du côlon. Il stimule par son action énergétique le désir sexuel en corrigeant les troubles érectiles, l'éjaculation précoce, augmente la libido et corrige la fatigue physique et mentale. Le siège est dans Cotonou à Zobo, non loin du 10e arrondissement. Contact plus 229 60 60 20 65 97 25 03 61 95 53 70 70. Une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, La Position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Quels sont les motifs ou les intentions sous-jacentes de l'opinion Edmond Aïndé? Mesdames et messieurs, c'est sous cette thématique que s'accentue ce numéro de votre émission La Position de ce jour. Il n'y a personne de mieux pour en parler que l'auteur. Je reçois donc pour vous dans ce studio Edmond Aïndé. Il est membre du bureau politique national du parti UP Le Renouveau et orateur du dit parti. Edmond Aïndé, bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça a toujours été un plaisir d'être ici. Chers amis internautes, avant de retrouver de nouveau notre invité, nous allons faire un petit tour au service commercial. Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Nous sommes de nouveau avec notre invité, c'est bel et bien Edmond Aïndé. Edmond Aïndé, pourquoi une opinion dénommée Edmond Aïndé tous les dimanches? Merci bien. Merci de prêter attention à l'opinion. En fait, c'est quelque chose que nous faisons depuis plus d'une décennie, dans une approche d'apporter quelque chose à notre pays, de travailler sur l'être humain, de faire en sorte que les valeurs soient beaucoup plus promues et que tout ce que nous faisons dans la société reflète une certaine qualité d'homme. Nous avons mis en place un CRESER, le réseau pour l'éveil patriotique, il y a cela 15 ans. Et nous avons l'habitude de lancer des appels patriotiques à l'endroit de la jeunesse béninoise, assez beaucoup plus sur l'éthique, les valeurs à incarner, parce que, vous savez, aujourd'hui, il y a une déliquescence des valeurs. La norme aujourd'hui, c'est l'argent, la course effrénée vers le pouvoir. Les jeunes ont pour modèle de réussite ceux qui ont amassé beaucoup d'argent dans des comportements et des attitudes qui sont beaucoup plus orientés vers l'immoralité, vers des pratiques qui ne sont pas très bonnes. Et pour soutenir cette assertion et cette décision que nous avions prise depuis bientôt 15 ans à travers le réseau pour l'éveil patriotique, puis après, nous avons lancé une initiative, le désir de servir de la jeunesse béninoise, pour montrer un peu que la jeunesse béninoise peut beaucoup de choses pour son pays, et d'ailleurs même c'est ça l'avenir. Nous avons beaucoup regardé la façon dont notre pays évoluait et la société de façon générale, et on a constaté que le Béninois n'aime pas son pays. Le Béninois aime beaucoup plus se faire voir
occuper des postes, en abuser. D'ailleurs, un petit passage de pouvoir, on se croit tout permis. On ne focalise pas l'attention sur ce qu'on peut faire pour la postérité, ce qu'on peut faire pour que le pays avance. Partant de ça, nous-mêmes, on est bien dans le panier commun. Les gens foutent tout ça au pied. Et vous voyez, les jeunes, le seul modèle qu'ils ont, c'est tel est riche, tel a pu faire des acrobaties pour avoir telle ou telle autre renommée, mais ils ne regardent pas la fin, parce que la fin a toujours été fatale si ce qui a motivé ce pouvoir ou cet argent obtenu n'est pas sain. Mais selon vous, pourquoi ce comportement au niveau des jeunes? Est-ce la société? Bien sûr, tout se passe par exemple. Vous voyez, quand vous êtes dans une marche, vous apprenez, vous copiez ce que vous voyez qui pour vous est accessible et représente à la limite un modèle. Donc les jeunes ont copié des habitudes par le passé. Vous savez, le mensonge, la tricherie, la duperie dans les affaires. Bon, je centre le débat sur les affaires politiques, la gestion de la cité. Parce que il faut aussi dire qu'il faut se préparer à cela. Et je fais partie de ceux qui estiment qu'il faut être véritablement prêt à avoir les ressources nécessaires, mentales, intellectuelles, physiques, pour être prêt à diriger notre pays, à faire des choses de qualité pour qu'on avance très vite. Il ne sert à rien de critiquer, mais il faut soi-même se préparer. Donc les jeunes ont toujours eu des modèles qui ne sont pas du tout bien. Et pour corriger ces travers, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on rappelle les valeurs, travailler sur l'éthique, trouver des exemples bien pointus, parler, se répéter. Avant, les appels patriotiques, on les faisait 2 fois l'année et on faisait des pauses, des cafés philo. C'était des débats thématiques avec des thèmes qui réunissaient des jeunes où on met le thème en jeu et le débat commence autour d'un café et on finit par tirer des conclusions, des comportements, des attitudes à adopter pour demain ne pas regretter tout ce qu'on a fait de sa vie. Alors le Creuset réseau pour l'éveil patriotique devient quoi aujourd'hui? Le réseau pour l'éveil patriotique existe toujours et puisque aujourd'hui c'est beaucoup plus facile d'atteindre les jeunes au travers des réseaux sociaux, les réunions présentielles sont beaucoup limitées maintenant. Donc c'est ça qui motive l'opinion que nous émettons une fois par semaine sur des thèmes bien précis qui, à la fin, lancent un appel patriotique à la jeunesse africaine de façon générale. Parce que je suis aussi coordonnateur bénin d'une association panafricaine, Jeunesse Afrique Avenir, où nous travaillons véritablement à façonner des jeunes leaders pour demain, qui puissent avoir l'amour de leur pays. La force, le pouvoir, tous ceux-là qui aujourd'hui servent de modèle, que les jeunes regardent, qui ont une petite parcelle de pouvoir et en abusent, ou qui se sont enrichis en foulant aux pieds les règles d'éthique, moi je pense qu'ils n'ont qu'à se dire, les autres Béninois ne les considèrent point. On sait ce qu'ils font et ils ne sont pas un modèle à suivre. Et nous façonnons une nouvelle classe pour demain, qui travaillera dans l'humilité pour porter notre pays où ça doit aller. C'est de ça qu'il est question. Nous faisons combien de temps sur Terre? C'est passager, c'est minime. Mais si vous ne marquez pas votre époque, je crois que ce n'est pas la peine de vivre. Aide-moi à idée, il y a une petite question là. Pourquoi faites-vous souvent ces réflexions à 4 h du matin et pas à une autre heure? Oui, en fait, c'est juste une façon de dire aux jeunes qu'on ne doit pas dormir. Il faut se lever. Et il faut se lever de son lit, il faut réfléchir et produire quelque chose qui, au réveil, pourra servir à d'autres. Des fois, la réflexion, elle est émise à une heure donnée, mais je potasse tout ça, je le balance autour de 5h30, 6h, mais le travail, véritablement, je commence autour de 4h. C'est beaucoup calme et je crois que ça marche bien.
Et quelles sont les bases de vos réflexions? Ah, vous l'avez déjà répondu à cette question, mais que visez-vous particulièrement? Ce que nous visons, c'est de constituer une masse critique de gens de qualité pour demain. Parce que administrer un pays, un continent, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Il faut avoir des gens bien préparés, qui peuvent travailler dans le désintéressement et qui peuvent travailler dans l'humilité, dans la considération de l'autre et dans la crainte de Dieu. Donc, et ça se fera avec le temps. Nous allons travailler encore parce que c'est le poisson tordu qu'on a fumé là. Pour le redresser, vous allez briser les os d'un certain nombre de personnes. Il y en a qui sont irrécupérables. Moi, je les connais. On se connaît. Dès que je commence à discuter avec des groupes de jeunes, s'ils sont irrécupérables, on le sait. Mais on fait l'effort, mais on sait que ça, là, c'est difficile à récupérer. Comment reconnaissez-vous des jeunes non, récupérables? Les jeunes récupérables, dès que vous commencez à travailler avec eux, vous notez tout de suite un petit changement. Dans leur approche de vous poser des questions, dans leur approche de comprendre un certain nombre d'aspects de la vie, de normes éthiques, vous savez que ceux-là, ils veulent faire quelque chose et il faut les accompagner. Faites-nous un peu part de vos retours, des retours de vos lecteurs. Oui, vous savez, beaucoup ne lisent pas, hein? Beaucoup ne lisent pas. Le peu de personnes qui essayent de lire cette réflexion, ils apprécient ça et ils essayent de me relancer sur un certain nombre d'aspects. Et ça donne d'autres idées pour bondir sur d'autres réflexions. Je leur dis toujours, à la fin, il y aura une compilation, parce que j'ai des retours ou sur des questions de rêve. Les gens estiment qu'il faut rêver. J'ai dit, mais il faut rêver, certes, mais on rêve tout en dormant. Mais là, le rêve dont moi je parle, c'est une projection de la vie. Et donc, il y a des aspects sur lesquels les gens envoient des idées et je promets en tenir compte dans la compilation parce qu'un livre sortira sous peu qui permettra à chaque jeune au lieu de participer à des cafés philo, d'avoir cette petite brevière qui permettra de boussole, qui leur servira de boussole pour orienter les actions pour demain. Mais les jeunes ne lisent pas, vous venez juste de le dire. Hein. Vous avez peut-être d'autres moyens, vous envisagez d'utiliser d'autres moyens certainement pour atteindre votre cible. Oui, c'est des débats thématiques qui vont démarrer sous peu. Et nous avons pensé aussi que les jeunes, par le passé, se mettaient beaucoup plus en association, mouvements politiques. Et la réforme sur le système partisan a limité tout ça là. Donc, mais par contre, il y a des ONG, des structures de jeunes qui existent, des associations de jeunes qui se réunissent, qui parlent d'un certain nombre de thématiques. Nous sommes en train de réfléchir à créer quelque chose qui fédère tout ça, qui nous amènera de façon gratuite vers eux, pour faire donner des communications et former ces jeunes-là au cas par cas. Nous allons travailler sous un label commun. C'est encore ça le problème de la jeunesse africaine. Nous n'aimons pas tous travailler ensemble. Quand quelque chose arrive qui nous invite au vivre ensemble, à travailler ensemble, on voit déjà qu'il y a une idée derrière. Qu'est-ce que ces gens-là, d'où ils sortent cette initiative, c'est qui est derrière. En fait, on a des réflexions très poussé, qui ne cadre souvent pas avec ce que nous faisons. Mais nous allons créer un label que je peux dévoiler même le nom, je veux bien l'appeler le bien. Le bien au service de la communauté et nous allons le dénommer le bien et lancer le label, le mettre à la disposition de tous les jeunes du pays. Toute initiative n'a qu'à être faite sous la bannière du bien. Le bien pour l'avenir, le bien pour le pays et le bien pour soi-même. Tout ce qui est bien est bien. Edmond Aïndé, vous n'êtes pas sans savoir que dans la semaine qui vient juste de s'écouler, plusieurs jeunes béninois ont perdu la vie en destination d'un meilleur avenir dans l'autre pays.
précisément en Tunisie. Est-ce à dire que vous êtes, je rappelle que vous êtes membre du parti Le Renouveau, vous êtes donc de la mouvance présidentielle. Le président de la République, chef de l'État Patrice Talon, n'offre donc pas assez, beaucoup de moyens aux jeunes pour pouvoir bénéficier d'un avenir radieux. C'est surtout ça que nous travaillons. Le bonheur n'est pas qu'ailleurs, le bonheur n'est pas qu'ici, mais le bonheur, c'est soi-même. Et nous travaillons sur des valeurs. Et c'est ça qui m'amène à bondir sur la question telle que vous l'avez posée. Est-ce à dire que quelque chose manque ici? C'est vrai. Il y a que la jeunesse africaine est découragée, complètement déboussolée. Ils savent à quel sein se vouer parce que le favoritisme a pris des ampleurs, franchement, qu'on ne peut expliquer. Aujourd'hui, au Bénin, on peut être fier de dire que quelque chose se fait. Aujourd'hui, les concours au Bénin, vous n'avez pas besoin d'avoir de parrain. Vous allez, vous réussissez. Aujourd'hui, dans nos universités, pour aller dans telle ou telle autre filière, vous savez comment ça se passe, vous n'avez besoin de personne, il suffit d'être méritant. Mais par le passé, il faut être enfant de ministre, enfant de DG, enfant de quelque chose pour réussir au concours de douane. Tous ceux qui sont là-bas, on les connaît et ils se connaissent. Donc du coup, la jeunesse, ceux qui n'ont personne sont découragés. Les mesures n'ont pas été mises en place pour que cette jeunesse soit vraiment formée et qu'elle ait les coups de franche pour entreprendre au pays. Donc beaucoup désespérés se disent, écoute, je tente l'asile. Et pourquoi? Parce que nous avons des frères aussi. Quand ils vont là-bas souffrir, parce que là-bas ils souffrent, hein. Quand ils vont là-bas souffrir, quand ils trouvent un peu d'argent, ils reviennent ici, ils miroitent autre chose à leurs compatriotes restés au pays. Ils sont dans l'abondance, c'est eux qui construisent, c'est eux qui ne peuvent pas faire quelque chose pour employer aussi les autres. Donc les autres se disent, là-bas c'est facile. Et puisqu'il y a les questions de visa et autres, alors là, on cherche les moyens pour y aller. Parce que le jeune se dit déjà ici, mais je vis déjà l'enfer. Vivant, je suis mort. Parce que je n'arrive pas à manger, à ma faim. Donc du coup, ils se disent, autant partir, même si dans l'aventure, je trouve la mort, je suis déjà de toutes les façons, je suis déjà mort ici. Donc, ils prennent l'envol et ils reçoivent la bénédiction des parents qui souffrent aussi. Quand l'enfant voit le projet, ils disent, maman, je vais partir, papa, je suis bien obligé, nous souffrons trop, donnez-moi 6 mois, 1 an. Dès que je serai là-bas, déjà, vous allez avoir les 3 repas par jour. Les parents prient pour lui. Mon fils, Dieu t'accompagne. Des fois, ça se passe mal. Mais selon vous, qu'est-ce qui manque à la gouvernance du chef de l'État, Patrice Talon? Non, ce n'est pas le chef de l'État. Le chef de l'État, c'est un individu, c'est un Béninois. Il faut que la masse critique soit créée. Moi, je vois des gens à des niveaux de responsabilité qui sont improductifs, qui ne sont qu'au poste que pour gagner de l'argent ou pour les honneurs. Ça n'a pas de sens. Il faut réfléchir avec le chef de l'État. Il faut proposer des choses pour que le pays bouge. L'homme là, le président Patrice Talon, moi je plains son cas et je plains le cas de sa famille. C'est lui seul à la manège. Ça, je vous avoue. Il est seul à avoir ses idées. De toutes les façons, ceux qui sont autour de Patrice Talon, pour la plupart du temps, on les a vus aux affaires déjà. Et tous les changements induits par la gouvernance de Patrice Talon n'est que du fait de Patrice Talon. Donc, il faut que la masse critique soit créée. Il faut constituer cette masse critique et c'est pour ça qu'il faut travailler sur les valeurs. Il faut que les gens soient prêts. Il faut que les gens aient l'envie, cette volonté de travailler pour le pays. Et quand vous êtes mu par cette volonté, par ces idées, vous êtes obligé de travailler. La masse critique n'est pas créée. Je vous jure. La masse critique n'est pas créée au Bénin et en Afrique de façon générale. Les gens vont toucher aux affaires publiques juste pour s'enrichir. Les gens vont toucher aux affaires publiques, même une petite parcelle de pouvoir, quand vous confiez à un Béninois, regardez son comportement déjà. Même saluer ses prochains, c'est difficile. Même rendre le service à ses compatriotes, c'est tout un problème. On regarde les autres du haut en même temps. Le compatriote qui vient pour solliciter un service qu'on vous a confié, DG ministre, mais vous devez dans l'humilité rendre le service. Ce n'est pas parce que vous vous rabaissez à leur niveau pour comprendre les problèmes qu'ils vivent que vous êtes
descendu de votre piédestal. Non, du tout pas. La masse critique n'est pas encore constituée. Si elle est constituée, tout roulera seul. Comment pourrait-on constituer cette masse critique? C'est le travail qui est en train d'être fait. Il faut que les gens comprennent que la vie, là, nous ne vivons qu'un temps. Et pour que on retienne quelque chose de vous, il faut être des hommes de qualité. Il faut travailler sur les valeurs. Les valeurs. Il ne faut pas bafouer la morale. Je vous donne une pensée de Emmanuel Kant qui dit: toutes les fois où vous êtes tenté d'avoir un comportement non éthique, pensez à ce que serait la vie si tout le monde faisait comme vous. Pensez à ce que serait une société de voleurs, de tricheurs, de paresseux, de roublards, de tout ça. Il dit la liste est longue, mais la réponse est unique. Ce sera une société vouée à l'échec, à la mendicité et à la déchéance morale et intellectuelle. Ça veut dire que quand vous avez une petite parcelle de pouvoir, quand vous voulez poser un comportement non éthique, c'est-à-dire voler, truquer des dossiers, pensez que moi là, ce que je fais, si tout le monde faisait comme moi dans la société, qu'est-ce que la société va devenir? Échec. Et l'échec ne peut pas être imputable ou bien imputé à un chef d'État. Il est seul. Ce n'est pas possible. Si autour de lui, il y a des gens qui incarnent des valeurs, qui travaillent, un tiers du peuple, c'est fini. Donc, les personnes qui entourent le chef de l'État ne sont pas incarnées des valeurs, c'est ça? Pour la plupart. Pour la plupart. Pour la plupart. Moi, je côtoie des gens. Hein. Je travaille sous des gens même qui sont, à la limite, je laisse même le mot. Donnez-nous des noms. Non, mais ce n'est pas à moi de dire, mais on se connaît. Et nous faisons la marche là ensemble. Et on va se voir demain, on va apprécier. On va apprécier. Ce n'est pas parce que vous avez une parcelle de pouvoir où vous vous enrichissez de la façon dont nous voyons là que c'est déjà bon. Le cap est mis, non. Tout change. Et c'est une roue qui tourne. Il faut, dans l'humilité, travailler à ce que le pays puisse prospérer. Alors, le gouvernement envisage bien le retour volontaire de ces immigrants. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à ces jeunes qui vont bientôt revenir sur leur terre natale? C'est un couteau à double tranchant parce que quand vous n'avez pas mis en place un dispositif assez inclusif et que c'est ceux-là qui ont pu tenter une aventure malheureusement qui a pu mal tourner, c'est eux qu'on recueille et c'est sur eux qu'on met les moyens pour parfaire leur vie, pour les aider à avancer. On crée un autre circuit pour d'autres de partir et d'espérer de droit qu'on les récupère pour le faire. Ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. C'est de les sensibiliser, de les faire venir et de créer quelque chose de très inclusif auquel tout le monde aura accès pour se lancer. Il ne faut pas agir sur eux de façon spécifique, non. D'abord, ce qu'ils ont fait devrait être blâmé. On les ramène, on les sensibilise, on leur explique les outils qu'il y a au pays pour que les gens puissent s'en sortir. Peut-être qu'ils ne sont pas au courant. Et on les oriente là-dessus, au même titre que les autres qui sont restés au pays. Mais s'il y avait autant d'outils pour les sortir de la misère, ils ne vont pas envisager la migration. Non, il y en a. Hein. Moi, j'avoue, sous le président Patrice Talon, il y a beaucoup de structures qui accompagnent les jeunes, beaucoup de choses qui existent, mais beaucoup n'ont pas accès à ces informations. Mais progressivement, on sera bien obligé d'aller au contact des groupes cibles que sont cette jeunesse-là et de leur apporter une solution. Nous n'allons pas parler que de la jeunesse dans cette émission, la position de ce jour. Edmond Aïndé, la gouvernance, les membres de la mouvance présidentielle envisagent bien une tournée de reddition de comptes pour partager à la population toutes les réalisations du chef de l'État Patrice Talon après 8 ans de gouvernance. Pourquoi de telles initiatives? Est-ce vraiment nécessaire? Bon, moi je pense que c'est bien de le faire. La démarche qualité veut que nous faisons ce que nous avons retenu de faire et qu'après on puisse rendre compte. C'est le principe terre à terre de la démarche qualité.
vous allez vers vos compatriotes, vous leur dites, écoutez, je veux le pouvoir pour faire telle chose, pour nous conduire vers le développement. Et quand vous l'avez dit, vous commencez à travailler. À un moment donné, vous retournez vers ce peuple pour faire une évaluation d'état, pour rendre compte de la reddition de comptes. C'est un truc très important qu'il faut faire. C'est bon de le faire. Il faut retourner vers ce peuple pour leur dire, dans une voilà ce situation qu'on a fait. où on crée la cherté de la vie. C'est ça qui motive même cette reddition de comptes. Parce que c'est mal interprété. Vous savez, dans une société, il y a ceux-là qui surfent sur tout ce qui ne va pas. C'est que ça qu'eux voient. Dès qu'il y a cherté de la vie, vous voyez ceux qui s'opposent un peu au président Patrice Talon, à sa gouvernance, montent au créneau, les marches par-ci, par-là et tout pour décrier. Il faut que ce gouvernement... Non, personne n'a rien contre les marches. On peut marcher aussi pour apprécier les routes. On peut marcher aussi pour... Parce que, en fait, ce que moi, je n'aime pas dans ce que l'opposition, pas l'opposition politique nécessairement, hein, même dans la vie, même dans ton foyer, quand ta femme ou un enfant se décide de s'opposer à toi, c'est normal, c'est légitime, peut-être tu fais mal quelque chose. Mais qu'on ait aussi l'amabilité, comment dirais-je, qu'on ait le réflexe intellectuel, la reconnaissance de dire aussi quelque part, ah, il a quand même bien fait ceci. Donc veut-on dire que sous Patrice Talon, rien n'a été fait? Moi, je prends juste l'état civil. Nous sommes affranchis de cette question-là. Les routes, c'est pas mal au Bénin aujourd'hui. Nous avons fait beaucoup de pas. Il faut le reconnaître. Quand on ne l'a pas reconnu du tout, et que c'est sur ce qui ne va pas, c'est vrai aussi qu'il faut tirer sur la sonnette d'alarme sur ce qui ne va pas. C'est important de le faire, mais il ne faut pas faire que ça. Il ne faut pas faire que ça. Donc le gouvernement a besoin d'aller vers la population et de rendre compte. De rendre compte. Là, c'est à la population d'apprécier. Et ce que le président Patrice Talon fait, je crois que c'est bien parce que sur beaucoup de plans, il est décrié. Moi-même, sur des plans, je lui reproche des choses. Voilà, donc il faut qu'il aille dire pour revoir. Moi, je reproche beaucoup de choses sur sa gouvernance politique. Il faut qu'il aille revoir son peuple pour parler, évaluer. Il y a encore 2 ans. Et en même temps, s'il y a des choses à revoir, qu'il revoie très vite et que ça aille dans le sens qu'il faut. Alors, rapidement, que reprochez-vous au chef de l'État Patrice Talon? Non, moi, je reproche au président Patrice Talon cet entêtement à garder au poste un gouvernement depuis longtemps et à le dire à la classe politique qu'on ne change pas une équilibre. C'est faux. En politique, on ne fait pas ça. C'est des baromètres qui permettent de réajuster. Sinon, on tue l'initiative politique. Parce que la carte géopolitique change. Au détour d'une élection, peut-être c'est un Tampillon qui est le leader d'une circonscription ou d'un département, et d'autres ont travaillé et lui ont ravi la vedette. Ça veut dire que c'est eux qui doivent conduire la destinée, qui doivent désigner ceux qui vont aller au gouvernement. Donc quand on a fini une élection, on revient. Communale, législative, quand la géopolitique a changé, quand d'autres leaders ont émergé, mais c'est eux qui sont à la table de discussion dorénavant. Et on doit pouvoir changer. Les ministres ne sont pas les cadres techniques. On ne peut pas l'option de garder au poste 10 ans certains cadres techniques sous des ministres. Mais le ministre a une mission de représentation. Le ministre, c'est quand même une certaine personnalité qu'on lui confère. Et quand on va chercher le pouvoir, et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec le président Patrice Talon, lui, il a voulu être président de la République. Mais des gens l'ont soutenu et ne veulent pas être président. Mais ils s'attendent juste être ministre, être DG, être préfet, être tant et tant. Ils attendent. Non, je parle de façon générale. Moi, je suis dans le désintéressement total. Moi, je veux travailler pour mon pays dans n'importe quelle position. Je ne cible rien et je ne ciblerai rien. Mais je sais que le moment vient et je vais occuper des positions parce que quelque chose brûle en moi. Je sens que j'ai quelque chose à apporter à mon pays. Et ça, c'est imparable. Je laisse faire le temps. Mais en politique, il y a des choses qui ne sont pas bien à faire. La mouvance aujourd'hui, peut-être les gens ne parlent pas, mais ça ne va pas dans la maison. Parce que les gens ne sont pas d'accord. Parce que les gens espèrent. Hein. Ils espèrent. Et au fil, ils ne voient rien. Le président a annoncé, vous voyez, ça c'est pour ça que je dis, le président, il écoute maintenant. Et vous allez voir, au retour de cette reddition de comptes, il va en entendre. Et il va travailler avec tout ça. Il avait annoncé
quand il y avait eu des levées de boucliers un peu partout, il avait décidé de nommer des ministres conseillers. Pourquoi? C'est pour contenter la classe politique toujours. Et puis ça c'est imparable. Il faut le faire. Non, le président va le faire. Il finira par le faire. C'est un président qui a de la méthode et il respecte sa parole pour la plupart du temps. Pour ce que je sais, il respecte sa parole. Donc il va le faire et peut-être revoir les cadres. Il faut rabattre les cadres. Ça là. Le pays est même dans une léthargie, c'est-à-dire c'est moche, monotone en fait. Tout le monde regarde. Et même les gens qui sont au poste, quand tu fais 7 ans, 8 ans à un poste, tu deviens productif, tu es là pour la forme. Ça devient une routine. Et il faut changer ça. Ça, on invite le chef d'État à le faire. Et moi, il y a beaucoup des anciens soutiens du chef de l'État, Patrice Talon, qui se retrouvent aujourd'hui de l'autre côté. Bon, de l'autre côté, ce n'est pas pour parler d'un opposant, mais je parle là de Olivier Bokor. Il y en a beaucoup qui suscitent aujourd'hui la candidature de l'ami fidèle du chef de l'État, Patrice Talon, pour la présidentielle de 2026. Est-ce ce problème de remaniement qui les amène de l'autre côté ou il y a un autre problème? Non, je crois que sur cette question de suscitation de candidature de Olivier Bokor, je suis de la mouvance, j'ai travaillé beaucoup à l'avènement du président Patrice Talon et j'ai soutenu les réformes. Nous avons décidé de travailler sur une grande réforme, la réforme du système partisan. Et ça a coûté des vies humaines aussi, parce qu'il y a eu de la résistance. Le président Patrice Talon a tenu bon. Nous avons tous tenu bon. Nous sommes allés devant les chaînes télé. Nous avons défendu cette réforme-là pour dire que notre constitution a prévu que ce sont les partis politiques qui animent la vie politique. Et que la finalité des partis politiques, c'est de conquérir et exercer le pouvoir d'État. Depuis 1990, aucun parti politique n'a réussi à avoir un candidat qui prenne le pouvoir. C'est des gens qui viennent de nulle part. Boniaï, Kérékou, Patrice Talon, idem. Donc on a dit qu'il faut revoir ça là. Et c'est ça qui a fait la dureté de cette réforme. On a incité au regroupement pour que les partis soient forts. Et on a décidé qu'il faut qu'il y ait du parrainage et que les candidatures prochaines aux élections présidentielles émanent des partis politiques. À partir de ce moment-là, je crois qu'on ne devrait pas voir en notre sein des gens soutenir une telle dynamique de suscitation de candidature hors du cadre réglementaire, du cadre indiqué que sont les partis politiques. Donc, ça, moi, je savais que c'était une mal-donne et que ça allait probablement mal finir. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Et je prête une expression, une citation que je vais relayer des jours à venir de professeur Joseph Diogbenou, qui a dit que lors d'une belle orchestration, lorsqu'un seul musicien tire sur le archet en rupture de la symphonie retenue, il est remarqué alors qu'il joue maladroitement. C'est-à-dire, nous sommes dans une belle orchestration, nous sommes en train de changer le pays, on est ensemble dans une même dynamique, on a mis en place un système partisan. Quand une seule personne dégamme, alors que tout le monde est en harmonie, en symphonie, il est remarqué. Et c'est ce qui s'est passé. Quand les gens, et je crois que notre compatriote Olivier Bokor, selon ce que je sais, parce que j'ai tenté de le contacter pour en savoir plus, il n'a pas fait de réponse, je suis sûr. On ne l'a pas vu sortir publiquement pour le dire, mais tous ceux qui sont restés autour, tous ceux qui sont restés autour et qui ont activé, financé, huilé ce système ont dégamé. Ils ont mal tiré sur le hacker. Ils ont été remarqués, mais ils ont compris qu'ils ont joué maladroitement. Et pourquoi on n'a pas mis fin à ce mouvement depuis longtemps? Non, a priori, les gens se disent que ça peut donner quelque chose. Le Béninois, c'est ça. Ça peut donner quelque chose. On croit, on s'entête, on va jusqu'au bout. Parce que si c'est la réforme en cours qui va nous conduire aux élections, le code électoral, tout ça, je ne vois pas comment quelqu'un peut, en dehors des partis politiques, ici à être candidat au Bénin. Ça peut se faire qu'on réussisse à changer. Parce que c'est ça aussi la politique. Quand vous réussissez à avoir la majorité, peut-être au Parlement, avant que
les 2 ans, moins de 2 ans, là, on arrive, on peut changer le code électoral, on peut changer tout ça. C'est vite fait, c'est vite arrivé, parce que c'est les élus du peuple, ils peuvent changer d'orientation aux choses. Mais j'estime que ce n'est pas le bon chemin pour y arriver. Olivier Bokor, je pense que quelqu'un de bien, d'humain, il est bien, très posé, pondéré, capable de faire le job, si je peux prêter l'expression à Oswald Omeki. Il est préparé aussi à cela. Mais il faut que ça soit dans le canal normal, dans les partis. On fera le travail ensemble, s'il est désigné. Celui qui sortira de fil des partis, c'est lui qui passe. Moi, j'ai de la suite dans les idées. Hein. Si même demain, on change cette réforme, moi, je travaillerai, si c'est 10, 20, 30 ans après, qu'on revienne à cela, parce qu'on ne travaille pas ensemble. Et c'est mauvais. Donc, à un moment donné, vous serez prêt à soutenir le candidat. Si un candidat, je dis, je ne personnalise pas. Si un candidat sort du filtre de mon parti politique, qui est le premier parti aujourd'hui, mais il n'y a rien à faire. On va mouiller le maillot, on va travailler de façon très acharnée pour qu'il perde le pouvoir. Parce que ce sera mauvais de perdre le pouvoir. Parce que ce pouvoir, et je le dis en toute sincérité, si on joue avec tout ce qu'on a eu comme acquis sous le régime du président Patrice Talon, c'est vrai, il y a de petites choses à corriger. Si on joue là-dessus et que le pouvoir échappait, au lendemain de la prestation de serment du prochain président, qui ne serait pas de notre courant, mais ils vont malheureusement et avec tristesse bafouer, changer, annuler beaucoup de choses qui aujourd'hui gouvernent notre vivre ensemble. Ils vont changer. Certains pour la continuité. Je suis pour la continuité et il faut y travailler. Il faut sérieusement y travailler. Mais en même temps, il y a des choses à corriger, je le dis et je le répète. Dans notre gouvernance, il y a de petits déchets qu'il faut enlever. Si on a réussi à le faire, et il faut continuer. Quelle est votre réaction sur la décision de suspendre le pétrole nigérien à Semepodji? C'est une décision qui a été prise par le chef de l'État, Patrice Talon. Oui, vous savez, depuis que le chef de l'État est arrivé, on l'a vu debout, comme le dit notre hymne national, enfants du Bénin, debout, dans la dignité et le respect. Ce n'est pas parce que nous avions eu un petit problème avec le Niger que tout ce qui doit être fait dans les règles de l'art ne vont pas se faire. Se taire là-dessus, ce serait comptabilisé comme faute plus tard pour le compte du président Patrice Talon. C'est vrai, au détour du push au Niger, le président Patrice Talon a pris une position de la communauté. Ouais. La CEDEAO. En bon démocrate, c'est normal. Le pouvoir ne peut pas s'arracher comme ça au Niger. Donc il a pris sa position. Et dans la communauté, il y a eu certains chefs d'État qui sont passés outre. Et du coup, ils ont fragilisé la décision de la communauté. Le Niger étant un pays frère, le chef d'État très vite a revu sa position et s'est dit, mais écoute, nous avons dit qu'il faut revenir à l'ordre constitutionnel et que ceux qui ont les armes retournent dans les casernes, mais on note avec stupéfaction et malheureusement qu'il continue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre acte de ce qui est là et continuer à travailler, à coopérer avec l'État du Niger, le peuple frère du Niger. Le chef d'État a fait un discours, a ouvert les frontières. Mais le Niger s'entête et a des alibis. Bon, je ne sais pas. Il faut qu'ils apportent la preuve de ce qu'ils disent. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont peur pour la stabilité et la sécurité dans leur pays. Parce que le Bénin peut être une porte d'entrée à quoi. Bon, bref, on laisse de côté ça. La frontière peut rester fermée, ce n'est pas grave. Le Bénin offre même des facilités de sortie et d'entrée sur le territoire du Niger. On en vient à un projet que nous avons en commun. Vous avez sollicité le passage, le brut du Niger doit passer, les pipes sont installées. Vous voulez faire le lancement de cette histoire? Quand même, associer le partenaire, vous ne l'avez pas fait. Pour puiser le brut au niveau du Bénin, c'est les Chinois qui se présentent et qui commencent par le faire. Quand même, dans ma maison, je te permets d'installer ton compteur électrique. Hein? Tu ne me salues pas, tu me boudes et tu viens
recharger le compteur dans ma maison. Tu rentres, tu recharges, tu ressors. Tu rentres, tu recharges, ça ne peut pas se passer. Pour quelqu'un de digne, qui se respecte, on doit pouvoir dire, écoute Joe, puisque tu ne me salues pas, ton compteur, soit ça quitte ici, ou tu ne vas pas recharger, tu vas dormir dans le noir, pour susciter le débat. Et là, le problème va être mis sur tapis, et on pourra vous régler ça, et puis vous allez... Le chef d'État, je crois qu'il a fait des efforts. Vous voyez, d'ailleurs, il a coupé. Et je disais, quand je le suivais dans son adresse à la nation et au monde entier, parce qu'il faut le dire, parce que quand vous êtes deux États frères et qu'il y a des décisions dures comme ça, j'ai admiré et aimé la sortie du chef d'État, lui-même en personne, pour expliquer, pour restituer, pour se donner raison demain. Mais ça n'a pas duré. Quand il a regardé, c'est sûrement qu'il y a eu des médiations, il a laissé. Il a dit provisoirement, continuez de faire votre business. C'est quand même du Niger qu'il est question, c'est un État frère. Donc moi, je ne vois pas de polémique autour et je salue l'élégance du président Patrice Talon. De toutes les façons, il ne pouvait pas faire autrement. Quand tu es à la tête d'un pays, tu dois regarder, écouter les sons de cloche. Parce qu'après cette décision de fermeture du pipe ici, le Niger a réagi et a interdit que les camions immatriculés Bénin fassent le fret. Ah ouais. C'est dur pour nos compatriotes qui sont dans le transport. Donc, il faut faire en sorte que tout ça se normalise très vite. Sur le cycle du transport de brut du Niger, ça c'est un autre projet. Et ça, même si la frontière est fermée, oui, je crois que le pipe, les tuyaux passent et le brut peut venir. L'État béninois, je crois, à ce niveau, réclame une question de dignité, une question de management diplomatique. Il faudrait que sur ces questions qu'on se parle. Et que le ministre de l'énergie des mines de là-bas prenne langue avec le ministre de l'énergie des mines d'ici, qui se retrouve à Cotonou ou au Niger, ou bien sur un terrain neutre, qu'il parle. Et que le partenaire, que ce soit le Niger, qui mette le partenaire chinois en contact et que ce volet se règle. Pour l'ouverture de frontières, pour les questions de sécurité que le Niger pose, on peut demander un comité mixte pour vérifier, checker à notre frontière s'il y a vraiment ce qu'ils disent, si c'est nos postes pour lutter contre le djihadisme, l'extrémisme violent là, qui fait peur, qu'on sache. Oui, si c'est ça. Non, il faut qu'on élucide. Parce qu'on dit que le Niger dit qu'il craint pour la sécurité, la stabilité de son pays s'il ouvre la frontière avec le Bénin. Encore que, c'est quoi une frontière? Nous n'avons jamais clôturé nos États. Hein. C'est formel, ces frontières-là. C'est des frontières formelles. Et ça fait combien de kilomètres au-delà? Le Nigeria est tout près. Nous avons des frontières. Mais nous avons 754 kilomètres linéaires de frontières poreuses avec le Nigeria. Les gens rentrent partout dans le Nigeria. Et du côté du Niger aussi, c'est pareil. Donc, c'est un détail. Parce que nous ne surveillons pas les lignes de nos pays. C'est ça. Et il y a beaucoup de façons de rentrer dans le Niger. La frontière, c'est des endroits où on fait des formalités. Il y a la présence des deux États, la douane, la gendarmerie, la police, donc les formalités de sortie et d'entrée pour assurer le mouvement, la libre circulation des personnes et des biens, c'est ça. Et puis on crée des conditions de passage à ces niveaux. Mais les autres frontières existent. Si on parle de sécurité, d'insécurité, les armes, ils peuvent passer par ailleurs pour rentrer sur vos territoires. Ils n'ont pas besoin de passer par la frontière formellement fermée. Aïndé, nous sommes à quelques minutes de la fin de ce numéro de votre émission La Position. Selon vous, comment pourrait-on résoudre cette crise entre le Bénin et le Niger? Je crois que ça va se régler parce que j'ai suivi un peu le jeune président sénégalais Diomaye Faye qui a fait le tour et est passé par le Nigeria et le président Tinubu lui a confié une mission d'aller ramener les États de l'AES dans la communauté. Donc du coup, si Dieu bénit l'initiative et il réussissait à le faire, ça va un peu aplanir les divergences et les frontières fermées vont être réouvertes. Et je crois aussi que cette solution, je ne sais pas, j'ai réfléchi à voix basse, pourrait être réglée si on parlait un peu avec notre frère togolais aussi. Voilà. Parce que s'il faut
il est en bonne entente, en bonne intelligence avec le pouvoir actuel au Niger. Si il veut bien aider à ce que les États là soient pacifiés et que les frontières soient ouvertes, il peut quelque chose. Et nous avons des compatriotes aussi qui peuvent quelque chose. Et j'ai suivi malheureusement mon frère Kemi Seba, que j'appréciais beaucoup, j'appréciais même maintenant avec ce que j'ai suivi la dernière fois. On peut dire les choses différemment, on peut le dire d'une autre manière. Le dire, alors que pour moi, j'estime qu'il n'a plus que la nationalité béninoise, Kemi Seba. Parce qu'il a brûlé l'autre passeport, ça veut dire que les autres Français vont lui arracher cette nationalité, il n'y a rien à faire. Et d'abord, il n'en veut pas, parce qu'il crache là-dessus tout le temps. Il n'est que béninois. Même s'il a quelque chose contre le président Patrice Talon passe. Ça passe. C'est dans quelques mois là maintenant. Mais le Bénin, pour ne pas parler du pays. Le Bénin reste. Mais quand on est allé mettre l'essence dans le feu en disant qu'on soutient Niamey dans la fermeture de frontières, qu'on estime que le Bénin peut être une base arrière pour ci ou de ça, c'est pas bien. Lui aussi peut travailler à ce que la paix arrive. S'il aime le Bénin et il aime les Béninois, il peut travailler à ce que le Niger ouvre cette frontière-là. Il peut définir des standards, des outils de vérification pour rassurer l'État du Niger. Il peut demander à aller parler avec le président Patrice Talon. On ne se lève pas comme ça. Si Kemi Seba demande l'audience au président Patrice Talon, il va le lui accorder. Et il va lui dire, cher grand frère, voilà. Je te soupçonne d'être en accointance ou bien d'être au service de la France pour déstabiliser la sous-région. Il le dira à Patrice. Et Patrice va lui donner sa version des faits. Et à partir de ce moment, il peut sortir et faire une conférence de presse. Et maintenant, prendre son bâton de pèlerin pour aller faire les choses. Est-ce que lui, il est content que la frontière soit fermée? La frontière fermée ou pas fermée, ça ne dit rien à Patrice Talon au-delà de tout. Patrice Talon peut aller partout où il veut. Lui, il est libre, c'est un chef d'État. Il peut même réussir à rentrer sur le territoire du Niger et aller parler avec les gens. Mais les Béninois, nos compatriotes qui souffrent là, qui ont leur business, qui font les affaires avec le Niger, qui amènent tout d'ici vers le Niamey, amènent tout du Niamey vers... Nous avons des familles qui ne peuvent pas se visiter alors qu'ils sont en alliance, tout ça là. Non, il n'a qu'à penser à tout ça. On ne jette pas de l'essence sur le feu. Edmond Haïndé, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Votre conclusion, rapidement? C'est vite arrivé. Je vais remercier Guéry TV d'abord et dire à nos compatriotes d'être sereins, de savoir que l'avenir c'est devant et c'est ensemble que nous allons bâtir ce pays. On ne va pas parce que on n'est pas d'accord avec un président ou avec un compatriote qu'il faut saboter, jeter de l'opprobre sur tout. Patrice Talon a fait ce qu'il a pu pour le pays, c'est un être humain et on fera le bilan. D'autres vont prendre la relève d'ici à là et nous allons voir la gouvernance aussi et progressivement nous allons aller vers ce développement tant souhaité. Mais il faut qu'on soit focus, qu'on garde à l'esprit que c'est du pays qu'il est question et c'est le seul héritage que nous avons, c'est le Bénin. Le détruire, le casser ne mènera nulle part. Chacun sera devant sa responsabilité demain et c'est la postérité qui appréciera ce que chacun fait aujourd'hui. Le Bénin n'a pas grand problème. Le Bénin est en marche et nous allons permettre que Talon finisse en beauté son deuxième mandat et d'autres viendront pour la suite. Je vous remercie. Merci à vous, Edmond Haïndé. Je rappelle que vous êtes membre du bureau politique national du parti UP Le Renouveau et orateur du dit parti. Au cours de cette émission, nous avons parlé des motifs ou des intentions de opinion de Edmond Haïndé. Nous avons également abordé la reddition de comptes de la mouvance présidentielle et aussi de la crise Bénin-Niger. Chers amis internautes, merci d'avoir été des nôtres et à bientôt dans votre émission La Position. Sur Guérit TV Monde, La Position. Tous les mercredis à 21h, une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, La Position.
tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérite TV Monde, le leader des web TV.